Ravi de vous retrouver, aimables téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Un accord de financement pour la reconstruction de l'école primaire de Siruru, centre situé à Forêt-Caria, a été signé ce mardi à la résidence de l'ambassade du Japon. C'est une étape majeure dans la coopération entre la Guinée et le Japon en faveur du système éducatif national. La convention vise à redonner via une infrastructure scolaire fortement dégradée. 47e président des États-Unis, Donald Trump, a bouclé ce 20 janvier une année depuis son retour à la Maison-Blanche. Une première année marquée par des décisions parfois jugées brutales et controversées. Que retenir de ces 12 premiers mois du second mandat de Donald Trump? Élément de réponse, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. Signature ce mardi à la résidence de l'ambassade du Japon d'un accord de financement de la reconstruction de l'école primaire de Siruru Centre dans Forêt-Caria. Des bâtiments de cette école sont fermés depuis un bon moment à cause d'une dégradation des infrastructures. Conséquence, élèves et encadrants étaient confrontés à une situation difficile. Le point avec Mamadou Tanouba. L'école primaire de Siruru Centre va bientôt changer de visage, ce grâce à un financement du gouvernement du Japon. Les enfants de cette commune rurale de la préfecture de Forêt-Caria ont longtemps souffert du manque de salles de classe suite à la dégradation de deux anciens bâtiments. La signature du projet de reconstruction de l'école primaire de Siruru Centre s'inscrit dans le cadre de financement des micro-projets par le gouvernement japonais. Projet dont nous signons des contrats est d'un montant de près de 130 178 US dollars, soit plus d'1 milliard 112 millions de francs guinéens. Il va permettre d'augmenter à nouveau les capacités d'accueil de l'école primaire de Siruru. En effet, depuis sa création en 1960, et au cours des années et par les efforts des habitants de la localité, l'école primaire a connu jusqu'à 10 salles de classe. Mais au fil du temps, et en raison du matériau pauvre, deux bâtiments ont fini par être fermés. L'Association pour le développement rural et l'entraide mutuelle de Guinée, Adremgui, a joué un rôle important dans la recherche d'un partenaire sérieux pour obtenir un financement afin de reconstruire l'école primaire de Siruru Centre. Si aujourd'hui on est parvenu à la signature de cette convention, c'était vraiment, nous nous réjouissons beaucoup pour cette signature et je sais que ça va servir ces milliers d'enfants qui sont aujourd'hui dans la déscolarisation dans cette zone. Vraiment, on remercie l'ambassade du Japon pour avoir accepté notre proposition et financé ce projet. Le sous-préfet de Siruru s'est réjoui de la signature de ce projet au bénéfice des enfants de sa circonscription. On est content, plus d'un titre. Là, ça va changer beaucoup. Là, ça nous aidera maintenant afin que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. La reconstruction de nouveaux bâtiments à l'école primaire de Siruru Centre sera un véritable ouf de soulagement pour les élèves et leurs parents. Les examens nationaux au titre de l'année 2026 se dérouleront du 20 juin au 6 juillet sur l'ensemble du territoire guinéen. Un décalage de 8 jours par rapport à 2025 où le calendrier était fixé du 12 au 27 juin. Ce changement est justifié par les perturbations liées à la grève de l'intersyndicale de l'éducation ainsi que par les congés prolongés du mois de décembre. Élèves et encadrants ont donné leur avis sur la question dans ce reportage de Khadija Kaba. Le 20 juin sera le début des examens nationaux et ils finiront le 6 juillet 2026 selon le calendrier publié par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers l'inspection générale de l'éducation. La volonté est de rassurer les élèves, parents d'élèves et encadrants de l'engagement du département pour des examens réussis selon Mohamed Ansagawara, porte-parole du MEPUA. Les examens nationaux démarreront maintenant avec ce réaménagement le 20 juin pour terminer le 6 juillet 2026. Et ces examens nationaux
Il y a 3, vous le savez bien sûr. Il y a le CEE, le BEPC, mais aussi le baccalauréat. Sans oublier que cette année, concernant des cours de rattrapage dans les établissements scolaires de la commune de Matoto, Sekou Kaba, directeur communal de l'éducation, précise que les enseignants ont déjà entamé les séances de rattrapage. Cela pour permettre aux élèves de combler les cours perdus et d'aborder les examens nationaux dans de meilleures conditions. Tous les chefs d'établissement du secondaire, chacun a envoyé son plan de rattrapage. Et ils ont même commencé à les exécuter. Et vous savez, aujourd'hui, les compositions du premier semestre du secondaire démarrent du 19 au 31 janvier. Certainement, après ça aussi, il y a ce qu'on appelle la poursuite de ce plan de rattrapage. Cette annonce est accueillie favorablement chez Kabassan Kondé, principal du collège Yagin et Fodé, et Ali Keita, élève de la 10e année. C'est un calendrier qui est très bien réaménagé. Ça permet aux enseignants de rattraper les cours. Ça permet aussi aux élèves de récupérer les cours perdus pendant ces moments de perturbation et de congés anticipés. Les congés donnés par le gouvernement, et ça nous a permis de perdre assez de temps. Donc ce calendrier nous permettra sûrement de nous rattraper, aussi de traiter assez d'exercices. En attendant, élèves et encadrants poursuivent les cours dans les établissements pour mieux se préparer. À noter que les inscriptions des candidats ont été bouclées le 15 janvier dernier, selon les informations. Dans un autre cadre, 3668 naissances contre 184 décès ont été enregistrés à l'état civil de Matoto, des chiffres communiqués par les autorités compétentes qui constituent des indicateurs clés pour apprécier l'évolution démographique locale. Bangali Camara pour le reportage. Selon l'officier délégué d'état civil par intérim, la commune de Matoto a enregistré au cours de l'année 2025 un nombre significatif de naissances et de mariages, traduisant une dynamique démographique soutenue. Les services notent également une amélioration progressive dans la déclaration des nouveau-nés, même si des retards persistent. À travers des chiffres mis à disposition, Dame Youssouf Baldé salue, selon elle, les avancées majeures. Au cours de l'année 2025 achevée, nous avons pu enregistrer en naissance, c'est-à-dire les enfants qui ont 0 à 6 mois, on a pu enregistrer 3368, dont 1769 garçons et 1599 filles. Au niveau de la section mariage, on a pu célébrer 2852 mariages célébrés et délivrés officiellement aux citoyens. Au niveau de la transcription, c'est-à-dire des personnes qui ont dépassé les 6 mois, qui font recours à la justice pour des usements supplétifs, on a pu transcrire 6785 des usements supplétifs, dont 4417 masculins et 2368 féminins. Du côté des décès, les statistiques révèlent par contre un volume moins important d'enregistrement. Une situation liée au désintéressement des citoyens qui ne déclarent les cas de décès, sauf lorsque la nécessité s'impose, dénonce Dame Youssouf Baldé. On ne s'intéresse pas à la déclaration des naissances, des décès, je veux dire. Au niveau du décès, 184 cas de décès ont été enregistrés, dont 143 sexes masculins et 41 de sexe féminin. C'est quand il y a la nécessité que les gens viennent pour chercher les actes de décès, pour déclarer, pour avoir les papiers juridiques pour les décès. Au-delà des chiffres, ces données jouent un rôle essentiel dans la planification communale. Elles présentent aux autorités d'anticiper les besoins en infrastructures scolaires, sanitaires et sociales de base. La Direction générale des impôts a annoncé le début de la vente des vignettes pour l'année 2026. Il y a quelques jours, un délai butoir est même donné pour éviter des pénalités. Interrogé sur le sujet, le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée invite les patrons des transporteurs à acheter les vignettes. Khadija Kaba.
La vignette concerne les propriétaires de motos et de véhicules de toutes catégories confondues. De janvier jusqu'au 31 mars 2026, chacun est invité à acheter sa part pour éviter les sanctions à la suite d'un contrôle qui sera lancé à cet effet. Ferebori Dozo, président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, réitère cet appel à ses collègues patrons des transporteurs. Ce n'est plus une nouvelle décision pour nous parce que chaque année, à partir du 1er, il commence la vente des vignettes, c'est la 2e ou 3e année maintenant. Avant, c'était au mois de juin-juillet. L'État a changé. Comme la vignette, ça couvre l'année, donc que tu payes au mois de janvier ou de novembre, c'est un seul paiement par an. Et ce que je peux demander aux transporteurs, c'est de s'acquitter pour éviter les pénalités inutiles, les 25%, parce qu'au-delà du 31 mars, comme ils l'ont dit, ils appliquent automatiquement les 25%. Ça devient de l'argent perdu, de l'argent inutile. Mieux vaut qu'à partir de l'instant, jusqu'à fin mars, qu'on essaye de programmer et payer les différentes vignettes pour les différentes catégories de véhicules. Ce patron des transporteurs routiers mise sur la sensibilisation pour se mettre à l'abri des sanctions après le délai de la Direction générale des impôts. Parce que moi, c'est avant-hier, j'ai reçu le message. En tout cas, j'ai cherché à distribuer sur nos différentes plateformes d'information des transporteurs, que ce soit l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, l'Union nationale des transporteurs d'hydrocarbures. J'ai cherché à distribuer aux différents responsables pour que chacun de son côté sensibilise et essaye de prendre au niveau, parce que les vignettes concernent les patrons, c'est pour les propriétaires des véhicules, c'est à eux d'acheter et mettre sur les véhicules. Si par le passé, la vignette était vendue vers la fin de l'année, la donne a changé ces dernières années. Informer n'est pas un privilège, c'est une responsabilité dans un contexte médiatique en constante évolution. La Guinée engage un vaste chantier décisif, celui de la régulation et du professionnalisme de la presse, sanctions, accompagnement, éthique et crédibilité de l'information. La Haute Autorité de la communication est au cœur de cette dynamique. C'est un édito signé Zakaria Kamara. On ne doit pas passer sous silence le travail courageux et structurant de la Haute Autorité de la communication. Dans une Guinée en pleine transition politique, la HAC s'est imposée comme un véritable pilier de l'assainissement de l'espace médiatique. Là où régnait parfois confusion, dérive et complaisance, la HAC a ramené de l'ordre, des règles et surtout une vision. Une vision claire, faire de la presse guinéenne une profession libre, mais consciente de ses responsabilités. Car la liberté sans responsabilité fragilise la démocratie et ne la renforce pas. La HAC a osé, elle a rappelé à l'ordre quand il le fallait, sanctionner lorsque c'était nécessaire, mais aussi accompagner, former et sensibiliser. Ce courage institutionnel a permis de redonner de la crédibilité aux médias, de restaurer la confiance du public et de protéger le droit fondamental des citoyens à une information juste et équilibrée. Dans un contexte politique sensible marqué par des attentes fortes et parfois des tensions, la régulation médiatique était un enjeu majeur. La HAC n'a pas cédé à la facilité ni aux pressions. Elle a tenu le cap défendant la liberté d'expression tout en préservant la stabilité nationale. Aujourd'hui, le bilan est clair. La presse guinéenne se professionnalise, s'assume et gagne en maturité. Ce progrès n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un travail constant, ferme et responsable de la Haute Autorité de la communication. Ce tournant doit être consolidé car une gouvernance réussie passe aussi par une presse forte, crédible et engagée au service de la vérité et de l'intérêt général.
Et puis le comité d'organisation de la conférence africaine sur le leadership féminin a dévoilé la liste des 50 femmes africaines les plus influentes à Ross. Parmi les personnalités distinguées figure Makale Camara, femme politique guinéenne, candidate à la dernière élection présidentielle en Guinée. La grande cérémonie de remise des prix est prévue le 26 avril 2026 en Sierra Leone. Germaine Mazaré. Cette distinction panafricaine récompense des femmes dont l'engagement et l'impact transforment l'Afrique dans des secteurs clés tels que la politique, la gouvernance, la santé, l'éducation, la finance, l'agriculture, la paix et les médias. Parmi les lauréates figurent plusieurs personnalités de premier plan, dont la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, la première dame de la Sierra Leone, Fatima Amada Bio, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Gonzi Okonjo, l'ancienne présidente du Libéria, Hélène Johnson, mais aussi Makale Camara, figure politique guinéenne. Diplomate guinéenne, Makale Camara a été ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, au Sénégal, en Gambie, au Cap-Vert et en Mauritanie entre 2002 et 2007. Elle a également contribué au rapprochement diplomatique entre la Guinée et la Corée du Sud, notamment à travers la signature d'accords de coopération en août 2006 à Séoul. Elle a également exercé les fonctions d'ambassadrice de Guinée en France, en Espagne, au Portugal et à Monaco, tout en représentant son pays auprès de l'UNESCO et des instances de la francophonie avant de fonder en 2020 le Front pour l'Alliance nationale, FAN. La grande cérémonie de remise des prix, prévue le 25 avril 2026, viendra consacrer une Guinéenne qui figure aujourd'hui parmi les 50 femmes incarnant l'excellence et l'impact du leadership féminin. Dans l'actualité africaine, en exil depuis son éviction du pouvoir, l'ancien président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a été expulsé de Lomé vers Ouagadougou samedi 17 janvier 2026. Une décision qui fait suite à un arrêt de la Cour d'appel du Togo sur une demande d'extradition émise par le gouvernement burkinabé. Dans un communiqué rendu public cet après-midi, le ministère togolais de la Justice a confirmé avoir extradé Damiba. Fatoumata Diallo pour plus d'explications. Il n'y a plus de flou. Les autorités du Togo ont confirmé l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba de Lomé vers Ouagadougou. Dans un communiqué rendu public cet après-midi du mardi, le ministre togolais de la Justice a déclaré que, effectivement, l'ancien président de la transition du Burkina Faso a été extradé. Et c'est après un avis favorable de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel du Togo, précise le communiqué. Ainsi, les autorités du Togo ont indiqué avoir reçu une demande officielle d'extradition émanant des autorités judiciaires du Burkina Faso depuis le 12 janvier 2026. C'est à la suite de cette demande que les autorités du Togo disent avoir engagé la procédure prévue par la législation nationale après l'examen. C'est à la suite de cette demande que les autorités du Togo disent avoir engagé la procédure prévue par la législation nationale après examen. Alors, l'ancien chef militaire a ainsi été interpellé en exécution du mandat d'arrêt joint à la demande d'extradition. Selon le ministère togolais de la Justice, cette décision s'appuie sur l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, les instructions juridiques internationaux auxquelles le Togo est parti, ainsi que les garanties fournies par Ouagadougou concernant le respect de l'intégrité physique, de la dignité et des droits fondamentaux de Paul-Henri Sandaogo Damiba, notamment le droit à un procès équitable. Paul-Henri Sandaogo Damiba est poursuivi notamment pour détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, incitation à la commission de délits et de crimes récels aggravés renversé par un coup d'État militaire en septembre 2022, le lieutenant-colonel Damiba s'était réfugié à Lomé, où il vivait depuis sa chute. Il était régulièrement accusé par les autorités burkinabées de tentatives de déstabilisation du régime en place.
Dans le volet sportif, après leur sacre à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Lions de la Teranga ont effectué une parade dans la capitale sénégalaise ce mardi 20 janvier 2026. Ils ont été applaudis par le peuple sénégalais pour leur deuxième étoile africaine. Une marée humaine a été dans les rues de Dakar pour célébrer les héros du Sénégal. Et pour finir, ce 20 janvier 2026 marque l'an du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Élu 47e président des États-Unis, Donald Trump semble plus motivé dans l'exercice vigoureux du pouvoir. Si certains saluent son volontarisme, d'autres Américains expriment des inquiétudes, notamment sur sa politique étrangère et les résultats économiques jugés en deçà des attentes. Quel bilan retenir des 365 premiers jours du second mandat de Donald Trump? Djiba Bari et Mohamed Lamine Dafé ont recueilli l'analyse de certains spécialistes. Suivez. 2025, Donald Trump faisait son retour à la Maison-Blanche. Un an après le début de son second mandat, le bilan apparaît contrasté. Poumfali Guilavogui, analyste politique. Donc il faut dire que c'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé dans la mesure où Donald Trump s'affirme, quels que soient les moyens. Il n'a pas peur aujourd'hui du droit, il s'en fiche du droit. L'essentiel pour lui, c'est de communiquer, de montrer au monde entier que les États-Unis constituent la première puissance, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Il a instauré une sorte de restriction, notamment avec la lutte contre l'immigration clandestine. Si l'engagement et la détermination de Donald Trump sont salués par une partie de l'opinion, le président pourrait toutefois se heurter à de sérieuses réalités politiques, estime l'analyste Djigiba Koulako Traoré. C'est l'intérêt immédiat que Donald Trump regarde. Donc je pense qu'avec cette situation, ce sera très compliqué pour lui et il va se buter à des réalités politiques internationales. Considéré comme la première puissance mondiale, les États-Unis, à travers leur président, sont appelés à reconsidérer certains paramètres de leur engagement sur la scène internationale, recommandent ces analystes politiques. Les États-Unis ont participé pratiquement à toutes ces grandes guerres-là, mais en réalité, les États-Unis, les guerres enclenchées par les États-Unis ont été difficiles. Pas seulement les États-Unis ont été difficiles. Sur le plan diplomatique, il doit revoir un peu sa copie. Surtout lorsqu'il veut couper l'herbe sous le pied de ses alliés, des Européens, de l'OTAN, sur certaines questions comme la Russie, comme le Groenland. Je pense qu'après tout, sur le plan stratégique, il doit reconsidérer la position historique des États-Unis. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.